Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Votez Joséphine Pincalette, Pensardine élue, mais sans droit de vote. Le 6 mai 1925, le journal L'Humanité consacre un article à Douarnenez et au port rouge. Douarnenez parce que c'est là que Joséphine Pincalette a été élue conseillère municipale. Une bonne nouvelle saluée avec enthousiasme par tous les travailleurs qui ont sympathisé si ardemment avec les marins et les sardinières en lutte. Voilà ce qu'écrit le journal. Ces sardinières, ce sont les Pensardines, littéralement les têtes de sardines. En lisant la presse de ce temps-là, on apprend que Pincalette, ça signifie tête dure. Nous sommes actuellement à la permanence de Madame Louise Weiss et de Madame Maurice Finat, toutes deux candidates aux élections législatives dans le 5e arrondissement. Elle aurait pu être très largement rayée parce que c'était un anachronisme. Une femme candidate en Bretagne, c'était la seule de toute façon. La femme doit voter et elle votera. Oh, j'espère savourer cette victoire de mon vivant. Fanny Bugnon, bonjour. Bonjour. Maîtresse de conférence à l'université Rennes 2. Vous êtes l'autrice de cet ouvrage, L'élection interdite itinéraire de Joséphine Pincalette, ouvrière bretonne. Vous donnez ces dates, 1886-1972. Rien qu'en regardant ces dates, on se dit qu'elle a vu cette évolution qui fait passer les femmes d'un statut complètement asservi et inexistant dans la société sans le droit de vote à un statut autre, différent. Je dis pas que la domination a disparu, mais en tout cas, elle a assisté au droit de vote des femmes. C'est un destin assez extraordinaire, celui-là, mais qui tient sur une période très courte. Sa vie est inconnue, sinon à un moment très particulier. Joséphine Pincalette, elle se retrouve effectivement à la une des journaux et en particulier de la presse communiste en 1925, au moment où elle va être élue. Elle a effectivement une vie longue, elle est morte à l'âge de 85 ans et elle a connu toute cette évolution de la condition des femmes en France, dépourvues de droits, enfermées sous le code civil, jusqu'à l'égalité inscrite dans le droit qu'elle a vécu au moment de sa mort. Oui, parce qu'il faut vraiment le rappeler, on dit elle est née en 1886, le statut des femmes à ce moment-là, et encore pour très longtemps, avec ce code civil que vous venez d'évoquer, c'est vraiment un statut de mineur en fait. Les femmes, les enfants, c'est la même chose. Oui, le code civil de 1804 place les femmes mariées en position de mineurs au même titre que les enfants, sous l'autorité de leur époux. Et cette condition va demeurer avec des modifications jusqu'en 1938 et 1965. Donc c'est effectivement une séquence où les femmes sont placées en situation d'infériorité sur le plan du droit. Les femmes, toujours en situation d'infériorité par rapport au père, par rapport au mari, dans le cas de Joséphine Pincalette. Joséphine Pincalette, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que elle a vécu sous l'autorité du code civil et de son père. Elle est 12e d'une famille de 13 enfants, milieu de marins-pêcheurs, donc à Douarnenez, ça se situe à la pointe Finistère. Et au moment où elle va être élue, elle échappe entre guillemets à ce carcan du code civil en partie, puisqu'elle est veuve depuis 1923, et c'est cette condition de veuvage qui va lui donner aussi une forme d'autonomie. Et oui, parce qu'il y a de cela aussi, il y a cette diversité dans la situation des femmes. Veuve est un statut particulier qui confère une certaine indépendance, c'est notamment financière parfois, parce que elle ne dépend plus de l'argent de son mari comme le code civil le prévoit, mais malgré tout, il faut subvenir à ses besoins. Elle travaille, elle ? Elle est chef de famille, elle a 2 enfants à charge, elle est ouvrière, comme beaucoup de femmes de cette ville de Douarnenez qui s'est développée avec l'industrie des conserves de poissons, donc elle travaille dans une conserverie. Elle a une forme d'autonomie, mais relative, parce que les salaires féminins à l'époque sont extrêmement faibles. Au moment où Joséphine Pincalette va être élue, et même dans les années qui précèdent, les salaires féminins sont à peu près la moitié de ceux des hommes pour le même type de poste, sans aucune autre raison que leur sexe. Et puis, il y a évidemment un panorama professionnel avec des destinations très nettes pour les hommes, pour les femmes, et dans ce monde breton, pour les hommes, j'imagine que c'est direction la mer. Pour les femmes, elles restent à terre pour s'occuper des enfants, et quand il faut travailler, il y a quoi comme possibilité ?
Dans le cas de Douarnenez, c'est vraiment l'industrie de la conserve. C'est une ville qui s'est développée avec l'arrivée des conserves de poissons. La première conserverie ouvre sur le port en 1853. Au début du XXe siècle, il y a une vingtaine de conserveries et quand elle va être élue, il y en a 21 dans la ville. Il y a 26 usines, enfin dans l'agglomération, 26 usines au total et 21 conserves de conserveries de poissons. Donc en fait, toute l'industrie tourne autour du poisson, qu'on le pêche, et c'est ce que font majoritairement les hommes, les femmes ne pêchent pas, ou bien qu'on le mette en boîte, et c'est cette profession-là qui est très massivement féminine, et c'est une industrie qui est très gourmande en main-d'œuvre. Les besoins de main-d'œuvre sont énormes, il n'y a pas de réfrigérateur, il n'y a pas de conditions qui permettent de conserver de façon efficace le poisson, donc l'invention de la conserve, ça permet de conserver de l'aliment fragile, mais le poisson, il faut le traiter très rapidement pour éviter de le perdre, donc il faut beaucoup de main-d'œuvre, et l'avantage de la main-d'œuvre féminine, c'est qu'elle est très très peu chère par rapport à d'autres secteurs. Je donne un exemple, au moment où une grève importante va secouer Douarnenez, et elle est un peu le prémisse de l'élection de Joséphine Pencalette à l'hiver 1924, le salaire horaire des femmes, c'est 80 centimes de l'heure. 80 centimes, qu'est-ce que c'est ? C'est le prix d'un litre de lait en Bretagne à l'époque. Donc ce sont vraiment des salaires extrêmement bas, avec des familles nombreuses, généralement, et une situation sociale très difficile. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous trouvons à Douarnenez. Alors, Douarnenez est né, il faut bien le dire d'abord, de quelque chose qu'on mange et qui vit dans la mer et qu'on appelle la sardine. Avant de s'appeler la baie de Douarnenez, Douarnenez s'appelait la baie des Sardines. Ça devient baie de Douarnenez quand ? Eh bien, quand Douarnenez devient la capitale de la conserve, de la sardine et le grand port sardinier de France. Et ça à partir des années 1850-1860, avec l'apogée de l'activité et de cette mono-industrie dans les années 1914-1920. Il est important de dire dès à présent qu'une conserverie, ça peut comporter 200 ouvrières, ça peut comporter aussi 9 ouvrières. Ces conserveries ont besoin de deux choses, en abondance, de sardines. Qu'est-ce qu'il faut en plus ? Eh bien, il faut de la main-d'œuvre. Et donc, on a une main-d'œuvre qui provient essentiellement au départ de la campagne, où de grandes familles nombreuses et paysannes proviennent des jeunes femmes et des jeunes hommes. Les premières vont devenir ouvrières d'usine. À l'époque, on ne dit pas ce terme-là. On les appelle des filles de friture. Filles de friture, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est ce qu'on apprend dans le podcast Une histoire particulière, les Pensardines, ces ouvrières en grève sur France Culture. C'est un métier difficile d'être ouvrière dans ce monde de la sardine. Alors, ce sont des conditions de travail extrêmement pénibles. D'abord, on peut commencer légalement, officiellement, à partir de l'âge de 12 ans. Il n'y a pas de limite d'âge finale. Ça, c'est la version officielle. Les témoignages d'un certain nombre d'ouvrières indiquent avoir commencé à travailler plus jeune, vers 10 ans. Donc, on commence jeune. Et puis, surtout, ce sont des conditions qui sont saisonnières. C'est-à-dire qu'il y a des périodes, en raison du calendrier de pêche, de morte saison. Donc, il n'y a pas beaucoup de poissons pêchés. Donc, il y a peu d'heures et il n'y a pas de protection sociale. Donc, il y a peu de salaire. Et puis les périodes d'abondance, eh bien là, les journées peuvent s'étirer 10, 12, 14 heures d'affilée. On ne sait pas quand on commence et on ne sait pas quand on termine. Tout dépend en fait de l'arrivée des poissons, donc de l'arrivée des bateaux. Donc c'est un travail en fait où on est totalement dépendant. On informe les ouvrières que l'heure d'embauche arrive avec des systèmes de sirènes, de cloches ou de sifflets en passant dans les rues. Douarnenez, c'est à l'époque un petit territoire très concentré avec des petites ruelles, etc. Et donc on informe que c'est l'heure d'embaucher. Souvent, on n'habite pas très loin de la conserverie dans laquelle on travaille, parce que tout est enchevêtré sur ce tissu topographique. Est-ce qu'il y a une organisation de ces Pensardines, de ces ouvrières? On est dans quel monde à Douarnenez d'ailleurs politiquement? Avec la Bretagne, on pense tout de suite à un univers politique conservateur, c'est le cas? Alors en fait, Douarnenez, ça fait partie de ces territoires bretons qu'on appelle des pays de catholicisme bleu, c'est-à-dire des terres très marquées par l'Église catholique, mais qui élisent, ce sont les hommes qui votent à l'époque, qui élisent plutôt des maires républicains. Il va aussi y avoir un maire socialiste au début du XXe siècle. Donc c'est une terre où la question sociale en fait se concrétise politiquement dans le sens d'une organisation de la classe ouvrière, pour le dire de façon un petit peu rapide. Et puis la spécificité de Douarnenez dans les années 1920, c'est d'avoir à sa tête un maire communiste. Il y a un premier maire communiste qui s'appelle Sébastien Velli qui est élu en juillet 1921.
Il va décéder prématurément de la tuberculose. À l'automne 1924, au début de l'automne 1924, c'est un autre communiste très important qui s'appelle Daniel Leflanchec, qui va s'installer dans le fauteuil de maire et qui va avoir à cœur de faire de sa mairie une caisse de résonance de la question sociale. Et puis même du communisme, parce que nous sommes à un moment au lendemain du congrès de Tours, où il y a cette division entre le Parti communiste et les socialistes de la SFIO. C'est pas rien d'être maire d'une ville communiste à ce moment-là, parce que tout le monde vous observe. Ce n'est pas rien, et Daniel Leflanchec, c'est un personnage assez à part. Il n'arrive pas là par hasard, il est secrétaire fédéral du Parti communiste à l'échelle du Finistère auparavant. Il a un profil un peu singulier. Certes, il porte une cravate et une casquette, mais il est tatoué. Il est borgne, il a un mort aux vaches tatoué sur la main et entre quatre murs j'emmerde la sûreté sur l'autre, donc c'est un personnage assez original dans le monde politique. Il a fait la guerre de Chine, il a connu la prison militaire à Cherbourg, il est marchand forain de profession et il parle breton et il est français. C'est un chanteur, il a la réputation d'être un tribun à la voix de Stentor, dit Jean-Michel Le Boulanger qu'on a entendu tout à l'heure. Et quand la condition sociale des ouvrières est propulsée sur le devant de la scène, eh bien, il va décider d'être la caisse de résonance et notamment d'accueillir dans sa mairie les ouvrières en grève et de construire un relais politique, un relais syndical pour organiser cette grève, parce qu'il y a une volonté de construire des bastions aussi pour le Parti communiste, de réussir un ancrage et de faire la démonstration que le Parti communiste peut améliorer très concrètement la condition de la classe ouvrière. Fanny Bugnon, vous nous dites qu'il accueille dans sa mairie ses ouvrières en grève, c'est-à-dire que la grève est née par les ouvrières. C'est pas une grève qui est portée de l'extérieur par un parti. Ce sont les ouvrières elles-mêmes qui sont en colère. Les femmes qui ont témoigné, il y a notamment le travail d'archivage, d'archive orale très importante qu'a fait Marie Elia, une documentariste remarquable. Elle les a interrogées dans les années 80 et donc certaines de ces femmes avaient participé à la grève et racontent que le point de départ, c'est le besoin, c'est le mot qui est utilisé, c'est-à-dire des salaires extrêmement faibles dans une période d'inflation aussi importante. Et donc en fait, c'est au départ une grève de la misère. C'est pour obtenir une augmentation de salaire. Il y avait déjà eu une première grève en 1905. Les ouvrières avaient obtenu d'être rémunérées à l'heure. Auparavant, elles étaient rémunérées au 1000 de sardines travaillées, ce qui, traduisait une condition de travail, une condition ouvrière vraiment difficile. Donc, elles obtiennent en 1905 d'être rémunérées à l'heure. Et à ce moment-là, il va y avoir un premier syndicat qui va se créer, un premier syndicat, une première volonté d'organiser les ouvrières de la sardine. Un syndicat de femmes, à une époque où les femmes n'ont pas le droit de se syndiquer librement par ailleurs, jusqu'en 1920. Et puis, en 1924, le 21 novembre 1924, une nouvelle grève va éclater, mais cette fois-ci, elle n'est pas limitée à une usine. Elle va s'étendre et elle va être massive, elle va durer 7 semaines. Et le point de départ, effectivement, c'est une revendication salariale. Les femmes, les hommes aussi, demandent 20 centimes d'augmentation. C'est-à-dire les femmes demandent à être payées 1 franc de l'heure et les hommes un petit peu plus. Ça reste faible, 1 franc de l'heure. Pour l'époque, c'est moins d'1 kilo de pain. Et cette grève, en fait, elle va toucher toutes les usines. 4 jours après la première manifestation, le premier débrayage, la grève est considérée comme générale puisqu'elle touche toutes les usines, qui ne sont pas nécessairement à l'arrêt, mais en tout cas, toutes les usines sont touchées avec des manifestations. Et le maire communiste, vraisemblablement lui, en tout cas quelqu'un, mais je pense que c'est lui, fait demander à la CGTU, qui est le jeune syndicat Confédération Générale du Travail Unitaire. Je dis jeune parce qu'il est né des suites du congrès de Tours et de la scission de la SFIO, donc qui est le syndicat qui est rattaché au Parti communiste. Donc Daniel Leflanchec fait demander une femme syndicaliste. Au départ, c'est une syndicaliste de Nantes qui vient, Marie Bosque, de la Manufacture des Tabacs de Nantes. Et puis très vite arrive celle qui est chargée du travail parmi les femmes et qui est une figure à la fois du mouvement féministe mais aussi du mouvement ouvrier, Lucie Colliard, et qui va participer à l'organisation, la structuration de la grève pour la faire durer, avec l'aide de Daniel Leflanchec, en installant le comité de grève dans l'enceinte de sa mairie, organiser les secours, la distribution des vivres, les jouets pour Noël pour les enfants, de la nourriture, de l'argent, et puis aussi médiatiser
cette grève, au-delà de ce qui se passe à Douarnenez. Douarnenez, c'est à 600 km de Paris. À l'époque, il n'y a pas le TGV. Mais Lucie Colliard, Daniel Leflanchec, Charles Tillon aussi, qui est permanent syndical à l'échelle régionale pour la CGTU, eh bien, sont là, sont venus pour aider à organiser, structurer et faire en sorte que cette grève puisse être victorieuse. Et c'est ce qui va advenir au terme de 7 semaines de conflit, qui est un conflit très animé sur le plan des rapports politiques. Avec des témoignages, vous l'avez évoqué, collectés par Marie Elia, nous les écoutons. Ça, c'est la grève en 1924, un défilé dans la rue Jean Jaurès, parce que les femmes arrêtaient à l'usine pour défiler tous les jours. C'était la grève des femmes, hein. C'était la grève des femmes. Et alors, on a fait des grèves. Combien de temps qu'on a été? Près de 2 mois, hein. Près de 2 mois, en train de faire des tours autour de la ville, partout, et en chantant Pemrel, à Vaux, Pemrel. Et alors, on ne nous accordait pas. Les marins ne pouvaient pas aller en mer, puisque les femmes ne travaillaient pas, ils ne pouvaient pas aller en mer. Non. Le marin dépendait des femmes, et les femmes dépendaient des marins. Voilà, on entend ici ces témoignages et c'est très clair. C'est cela aussi qu'il faut mettre en avant en étudiant ce cas, qui est un cas qui pourrait être une monographie, mais qui nous étend largement sur des réflexions au-delà de simplement Douarnenez et la Bretagne, et largement au-delà de la Bretagne. L'élection interdite itinéraire de Joséphine Pincallet est publiée au Seuil, parce que on voit bien que ces ouvrières à Douarnenez en Bretagne, face à leurs sardines, ont une réelle conscience politique et une conscience aussi de leur statut social. Oui, il y a effectivement une conscience de classe qui s'est développée à la faveur de leurs conditions économiques, tout simplement. Et Daniel Leflanchec et son équipe du Parti communiste et son équipe syndicale, eh bien, ont à cœur de capitaliser, de transformer cette conscience de classe en victoire ouvrière. On entendait dans l'archive de Marie Elia que les ouvrières demandent Pemrel. Pemrel en breton, ça veut dire 1 franc 25, parce qu'en fait, au départ, elles demandent 1 franc, et puis Lucie Colliard leur dit non mais 1 franc c'est pas assez, enfin vu l'inflation, dans 6 mois vous êtes obligés de recommencer, donc demandez plus, demandez 1 franc 25. Elles obtiendront finalement 1 franc à la suite de la fin de la grève, mais c'est pas grand chose 1 franc 25. Si je compare à Argenteuil où Joséphine Pincallet a vécu pendant une quinzaine d'années, eh bien les salaires proposés à l'embauche aux ouvrières non qualifiées à l'époque c'est 1 franc 40. Donc en fait ou 1 franc 75, enfin ce sont des salaires du coup qui sont en plus très faible par rapport à ce qui se fait dans le monde ouvrier. Donc là, localement, les historiens locaux expliquent que ça fait partie des salaires parmi les plus bas de France. Donc c'est vraiment une condition sociale très difficile. Comment en arrive-t-elle à s'engager en politique ? Alors Joséphine Pincallet, elle a une conscience de classe, c'est certain. Elle est issue d'une famille de marins-pêcheurs. Sa mère travaille aussi dans une conserverie, ce qu'on appelle donc ces fameuses filles de friture. Ses grands frères sont marins. Parmi ses sœurs, il y a plusieurs trajectoires qui adviennent. Et puis, elle va quitter Douarnenez en 1908 pour épouser un homme qu'elle a rencontré quand il faisait son service militaire dans la marine, qui s'appelle Léon Leray. Et Léon Leray, eh bien, en 1907, il devient cheminot et il est nommé à la gare d'Argenteuil. Et elle va le rejoindre. Il se marie à Argenteuil en janvier 1908. Alors, la condition des cheminots à l'époque, c'est aussi un milieu social qui est très marqué par une forme de politisation, de conscience de classe. Alors, j'ai pas réussi à trouver de traces d'un engagement syndical de son époux, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle est dans un milieu qui est marqué par une identité ouvrière forte et dans laquelle il y a des présences politiques et syndicales importantes. Son mari décède en 1923. De la tuberculose, enfin de la fièvre typhoïde, pardon. Rien ne la retenait à Argenteuil à part son époux. Elle revient avec ses 2 enfants à Douarnenez. Elle rejoint une conserverie dans laquelle elle avait probablement travaillé auparavant. J'en ai pas la certitude, mais c'est tout à fait plausible. Et puis, elle travaille dans cette conserverie. La grève éclate. Elle y participe. Il y a plus de 2000 grévistes recensés le 26 novembre 1924, donc c'est vraiment une grève massive. Elle va participer à la grève, c'est certain, mais elle ne fait pas partie du comité de grève. Le comité de grève, il comporte 15 membres, il est mixte, il y a plus d'hommes que de femmes, et elle ne fait pas partie des quelques ouvrières qui en font partie. Mais par contre, après la grève, elle va avoir des responsabilités syndicales
au sein de la CGTU localement. Elle va être trésorière du syndicat de la conserve à Douarnenez, du syndicat de l'alimentation et de la conserve de la CGTU, qui est le seul syndicat présent à Douarnenez à l'époque. Il n'y a pas de présence de la CGT par ailleurs, il n'y a que la CGTU qui s'est structurée sur place. Et puis, le 3 mai 1925, eh bien, elle va être déclarée élue conseillère municipale parce qu'elle figure en quatrième place, sur la liste communiste qui est emmenée par Daniel Leflanchec. Donc en quatrième position, c'est la seule femme. C'est la première fois qu'une femme est candidate à Douarnenez. Ce n'est pas la première fois que les femmes sont candidates ailleurs, mais en tout cas à Douarnenez, c'est une première. Et surtout, pour la première fois, une femme va être déclarée élue au soir du 3 mai 1925 et elle est élue en sa qualité d'ouvrière d'usine, à la faveur de ce conflit. Je dis tout à l'heure qu'il a duré 7 semaines. C'est un conflit très dur, qui bascule en fait au début du mois de janvier. Le 1er janvier 1925, le maire Daniel Leflanchec est visé par des tirs de revolver dans un café de la ville. On le croit mort. Il va survivre à ses blessures de manière un peu miraculeuse. Et il est visé par des tirs d'armes à feu qui proviennent de briseurs de grève, qui ont été recrutés par les usiniers, qui refusent totalement de négocier, qui considèrent que c'est une grève politique et qui ne veulent pas, parce que ça serait donner du crédit aux communistes et ça serait du coup risqué de faire tache d'huile et de mettre en difficulté bien d'autres usines ailleurs, parce que certains usiniers possèdent plusieurs usines. Il y a de grosses firmes, Sopiquet, Amieux, Béziers, qui possèdent plusieurs dizaines d'usines en France, souvent des capitaux d'industriels nantais qui perlent sur le littoral atlantique. Et donc la crainte, c'est qu'effectivement, ces soviets de Douarnenez, comme veut en créer Daniel Leflanchec et ses camarades, s'étendent ailleurs. Donc il y a vraiment une peur du bolchevique, le couteau entre les dents en quelque sorte. Donc les usines n'ont pas voulu négocier. Malgré les médiations de la préfecture, du ministère du Travail, parce qu'il y a eu une audience à Paris au ministère du Travail au mois de décembre 1924, et ils n'ont pas voulu. Justin Godard, le ministre du Travail, s'en désole. Et à cette occasion, en fait, le syndicat patronal s'est rendu dans une officine qui s'appelle l'Aurore syndicale, qui n'a de syndical que le nom, qui est donc une officine de briseurs de grève, de syndicats jaunes, comme on les appelle à l'époque, pour recruter une vingtaine d'hommes de main qui vont arriver à Douarnenez à la fin du mois de décembre 1924 et qui ont pour mission de mettre un terme à la grève. Alors, on ne sait pas exactement s'ils ont pour mission de viser directement le maire. En tout cas, il est visé. Il y a d'autres marins qui sont également blessés. Et là, le préfet, avec le ministère du Travail et le ministère de l'Intérieur, disent maintenant, ça suffit. Qu'on soit d'accord ou pas avec les convictions politiques de Daniel Leflanchec, qu'on adhère ou pas au mouvement social, là n'est pas la question. On ne s'en prend pas au premier magistrat d'une ville. Là, sinon, on va être dans une situation insurrectionnelle totalement ingérable. Jusqu'à maintenant, la grève a été gérée. Il y a très peu de débordements, quelques vitres brisées. Et le préfet dit, ce sont d'ailleurs peut-être des gestes de provocation, pas forcément qui viennent des grises. Donc, c'est pas du tout une grève violente au sens des dégâts matériels, mais plutôt calme, même s'il y a des revendications et des manifestations quotidiennes, des meetings politiques quasi quotidiens. Mais là, le préfet dit stop. Donc maintenant, vous accédez aux revendications des ouvrières parce que sinon, ça va être la révolution. Et le préfet n'a absolument pas envie que ces idées communistes se répandent. Donc il y a un accord de sortie de grève qui est signé le 6 janvier 1925. Le 7 janvier, c'est un jour chômé, une journée de fête, des manifestations, de la musique, un bal. Et puis le 8 janvier, la grève touche vraiment à sa fin et le travail reprend dans les usines. Et donc Joséphine Pencalette, elle s'inscrit dans cette histoire du coup d'une victoire ouvrière. Et Charles Tillon, qui était donc à l'époque, il a 27 ans, jeune permanent syndical de la CGTU également, dans ses mémoires, On chantait rouge, publié en 1977, il a tout un chapitre consacré à sa séquence à Douarnenez. Lui aussi figure sur la liste Daniel Leflanchec. Lui aussi va être élu au soir du premier tour, puisque la liste rafle 26 des 27 sièges au premier tour, donc c'est vraiment un succès pour le Parti communiste. Ce qu'explique Charles Tillon, c'est qu'en fait, au regard du contexte, le plus dur n'était pas de faire élire une femme. Le plus dur allait de trouver une femme qui, je le cite de mémoire, consentit à jouer les suffragettes comme en Angleterre. Et il ajoute « Pas un seul ménage n'accepta ce sacrifice. Seule une avenante veuve, Joséphine Pencalette, se dévoua. Elle avait souvent tenu le drapeau rouge, etc. » Donc en fait, ce que raconte Charles Tillon, et ce qui effectivement est corroboré avec d'autres éléments un peu parcellaires que j'ai réussi à réunir, c'est qu'elle arrive là
par un concours de circonstances. Elle fait partie de ces ouvrières, elle n'est pas plus engagée que d'autres, même si elle a des responsabilités syndicales. Et puis surtout, elle n'a pas d'homme sur son chemin pour l'en empêcher. Voilà, il est resté juste à la convaincre. Bref, ne fasse tache d'huile, ce qui est toujours très intéressant quand il s'agit de conserverie de sardines. Mais on voit la violence ici, cette violence qui est au cœur de tous ces mouvements. C'est pas juste en marge. Au moment où Joséphine Pencalette accepte ou décide de se présenter, c'est un vrai choix. Vous nous avez dit déjà par le passé, des féministes, comme on dirait aujourd'hui, des suffragettes, comme on a pu dire, se sont présentées. Est-ce qu'elles en avaient le droit déjà de se présenter ? Alors en fait, la loi, il y a des ambiguïtés. Effectivement, il y a des femmes qui ont tenté de se présenter à plusieurs reprises aux élections. Et dans le cas spécifique des élections municipales, rien n'interdit explicitement en fait aux femmes de se présenter. À d'autres scrutins d'ailleurs, il n'y a pas de caractère nécessairement explicite. La question en fait, c'est est-ce que les femmes réussissent à aller jusqu'au dépôt d'une candidature ? Et dans le cas des élections municipales, la loi électorale de 1884 prévoit que la préfecture vérifie après le scrutin que les personnes déclarées élues sont bien éligibles. Donc en fait, dans les faits, rien n'interdit aux femmes de se présenter. Et il y a effectivement des candidatures de femmes, la première en 1849, Jeanne de Rouen. Et il va y en avoir effectivement, notamment au moment de ce qu'on a appelé l'âge d'or du suffragisme, à la Belle Époque, de femmes qui connaissent cette brèche dans le code électoral et qui, avec l'aide d'hommes, puisque c'est pas une question de guerre des sexes, la question du droit de suffrage, eh bien se présentent aux élections, mais sans parvenir à se faire élire. Il y a un contexte différent, là, pour les élections de 1925. D'abord, le Parti communiste est en train de construire ses premiers bastions, d'essayer de s'implanter dans des bastions ouvriers. Et à Douarnenez, c'est un bassin sardinier, en quelque sorte, avec cette forte conscience de classe qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis, le Parti communiste va décider, pour la première fois de façon massive, de présenter des femmes aux élections, avec l'idée de les faire élire. Alors, dans les archives du Parti communiste que j'ai pu consulter, c'est une question qui fait débat, parce que ces candidatures féminines, elles ne tombent pas de nulle part. Ce n'est pas un élan féministe du comité directeur du Parti communiste. Il y a en son sein des féministes, il y a une seule femme qui plaide pour cette cause, mais il y a aussi des opposants au droit de vote des femmes et à leur éligibilité, avec les arguments classiques. Les femmes ne sont pas prêtes, elles ne sont pas éduquées, elles sont du côté de l'Église, donc elles vont voter contre nos intérêts. Enfin voilà, on a le répertoire habituel des anti-suffragistes qui s'expriment aussi, et puis d'autres suffragistes qui disent non, mais enfin les valeurs que nous portons sont des valeurs d'égalité et de justice, donc on ne peut pas laisser les femmes sur le côté. Regardez ce qui se passe en Russie, on doit le faire. Et en fait, la présence de ces candidatures féminines, eh bien, c'est une demande qui vient de la main de Clara Zetkin, qui est à la fois membre du Comintern à Moscou et qui est à la tête de l'organe chargé des questions féminines, qu'on appelle le secrétariat féminin, et qui a eu vent de cette brèche électorale. Et qui donc adresse une lettre manuscrite qui fait plusieurs pages en disant écoutez, là il y a vraiment quelque chose à faire, il faut présenter des femmes aux élections parce que de toute façon la loi ne l'interdit pas. Donc comme nous voulons changer le monde, eh bien, engouffrons-nous dans cette brèche et nous verrons après. Donc le Parti communiste va suivre cette consigne, parce que ça ne doit pas se discuter, c'est une consigne, mais va l'appliquer de manière un peu tiède. C'est-à-dire que la consigne, c'était de présenter des femmes, au moins une, ça pouvait être plus, mais au moins une femme dans toutes les communes où ils pensaient réussir à avoir des élus. On va avoir des mairies 100% communistes et 100% masculines, donc c'est pas forcément une démarche qui a été suivie. Est-ce une hostilité du monde politique local ? Est-ce aussi faute de candidates ? Les deux sont possibles. C'est une question à creuser. Mais donc, ces femmes, elles arrivent parce qu'il y a cette brèche, le Parti communiste le sait, fait éditer un petit fascicule de consignes à l'égard de leurs militants pour les élections. Et il y a un passage qui concerne les élections de femmes, en disant bien donc à tous les militants qui sont présents partout que on ne peut pas empêcher les femmes d'être déclarées élues. Les suffrages doivent être comptabilisés. Et c'est la préfecture ensuite qui pourra annuler et rappeler les femmes à leurs conditions d'être dépourvues de la citoyenneté politique. Donc il n'y a rien qui les en empêche. Il y a cette brèche, et puis il y a un contexte aussi, un contexte national. À l'Assemblée nationale, il y a eu 3 textes qui ont été déposés par 3 députés de bords différents pour ouvrir les droits politiques aux femmes
au moment des municipales. Il y a moins d'enjeux pour les élections municipales. On est sur un scrutin de liste. L'idée n'est pas que les femmes incarnent la représentation nationale. Donc, pour essayer de faire un test, il y a ces 3 propositions qui sont déposées par des députés de bords différents. C'est pas la première fois. Il y en a depuis 1901, des textes qui sont déposés à l'Assemblée nationale. Les députés avaient déjà voté en faveur du droit de vote des femmes en 1919. Donc, en fait, on est dans un contexte où cette question n'est pas du tout anachronique. Elle est portée. Et puis, le ministère de l'Intérieur va faire l'objet d'une volonté, enfin en tout cas va témoigner d'une volonté de mansuétude et va, parce qu'il y a un nouveau ministre de l'Intérieur qui vient d'arriver, qui s'appelle Abraham Schramek, qui va passer une circulaire télégraphique pour les élections municipales et qui va dire que cette fois-ci, on va comptabiliser les voix qui se porteraient sur des candidatures féminines et non pas les considérer comme des bulletins nuls. Fanny Bugnon, dans votre travail autour de cette ouvrière dans le monde des sardines en 1925, une élection locale, on perçoit aussi ce long combat pour le droit de vote. Vous venez de nous le dire. C'est toujours étonnant de tomber là-dessus parce qu'on l'oublie. Mais que, déjà, l'Assemblée nationale, plusieurs fois, a accordé le droit de vote aux femmes avant que la décision ne soit pas aboutie à cause de cette navette parlementaire avec le Sénat qui, à la fin, rétorque que ce n'est pas possible. C'est vraiment très fort ici, ce que nous vivons, parce que cette petite ouvrière est porteuse d'un espoir ancien, avec toutes celles qui ont combattu. Sur le moment même, il y a en plus cette charge du Parti communiste. Elle représente beaucoup de choses. Elle en a conscience. Est-ce qu'elle a l'idée que c'est elle qui agit ou qu'elle est tiraillée entre plusieurs combats ? Pas dans la tête. C'est dur, elle n'a pas laissé de témoignages. Non, comme beaucoup de femmes de classe populaire, elle n'a pas laissé de journal intime, il n'y a pas de correspondance. Alors je me suis beaucoup entretenue avec plusieurs de ses descendants qui m'ont tous dit la même chose, une très forte conscience de classe, un cœur marqué à gauche, enfin des idées qui sont celles du communisme, une expérience politique compliqué, on pourra bien évidemment y revenir. Pas spécialement de fierté d'avoir été élue, mais en tout cas la conscience d'avoir été une pionnière. Alors c'est pas la seule femme à être élue en 1925, elles sont 10 au total, mais c'est la seule dont le nom en fait a dépassé le cadre de sa commune d'élection. Si je vous dis Marthe Tesson, Marie Chaix, Augustine Variot, ça ne vous dira rien, pourtant elles ont toutes été élues en région parisienne. Donc voilà, c'est le nom qui est mis en avant localement, mais aussi nationalement par le Parti communiste, parce que c'est le symbole de ces ouvrières, de cette condition ouvrière qui s'est levée, qui a obtenu une victoire face à un monde patronal jugé féroce. Donc voilà, elle incarne effectivement ce milieu-là qui va être le milieu de toute sa vie, puisqu'elle va mourir à Douarnenez en 1972, après avoir été de nouveau ouvrière de conserverie. Donc elle est marquée par ça. Mais c'est une expérience qui a un goût un petit peu amer. Oui, quand même, parce que c'est ici un moment qui a été observé de partout. Je citais le journal L'Humanité pour ouvrir cette émission. Ce qui se passe à Douarnenez en 1925 avec l'élection d'une femme, l'élection de cette femme-là est plus mise en avant que d'autres élections de femmes en région parisienne, où peut-être le militantisme pour le suffrage féminin était beaucoup plus fort, ou en tout cas dans une caricature, ça se passait à Paris. Non, là il se passe aussi des choses en Bretagne. Et puis pour le Parti communiste, cette victoire, évidemment, c'est une victoire pour les femmes sans doute, mais pour le parti avant tout. Le résultat des élections est au point de vue féminin excellent. Seul le Parti communiste a envoyé des femmes à la bataille. Seul, il a des élus. La question se trouve nettement posée devant la classe ouvrière. Nous ne pensons pas que le gouvernement aille jusqu'à invalider nos élus. Dans ce cas, nous aurions de belles batailles en perspective. Marguerite Foscave pour le secrétariat féminin du Parti communiste. Nous sommes en mai 1925, au lendemain de l'élection de Joséphine Pencalette, avec l'espoir que les choses vont pouvoir se maintenir ainsi. Mais déjà là, il y a une victoire pour le Parti communiste et on l'entend ici. Nous sommes le seul parti à avoir présenté des femmes. Faut se replacer dans ces années 1920. Le Parti communiste est jeune, il est porteur d'un changement, ce qu'il est en train de se passer en URSS, et puis avec ces femmes ici. C'est tout ça pour comprendre aussi l'engouement que peut avoir ce parti-là à ce moment-là.
Oui, et puis un enjeu pour le Parti communiste, c'est de réussir à séduire des femmes. À l'époque, les femmes ne représentent que 4% des adhérents du Parti communiste. Donc il y a ce qu'on appelle le travail parmi les femmes, qui nécessite d'avoir des exemples à mettre en avant pour faire venir les femmes au Parti communiste. Et effectivement, il y a une forme de concurrence, en tout cas qu'on entend dans les propos de Marguerite Foscave, qui tacle en quelque sorte, sans les nommer explicitement ici, ce qu'elle appelle les féministes bourgeoises, qui amalgament dans une espèce de tout les mouvements féministes qui tentent de présenter des femmes aux élections sans avoir réussi à les faire élire, effectivement, mais qui ne peuvent pas être amalgamées comme elle le fait. Il n'y a pas de groupe féministe à Douarnenez, il n'y a pas de groupe suffragiste comme l'Union française pour le suffrage des femmes. Donc il y en a ailleurs en Bretagne, y compris dans des zones rurales, il y en a qui existent, mais il n'y en a pas à Douarnenez. Donc c'est en quelque sorte une logique de concurrence pour essayer de capter non pas cet électorat, puisque les femmes ne votent pas encore, mais en tout cas ce groupe des femmes pour les faire venir vers le parti, gonfler les effectifs du parti et faire advenir la révolution prolétarienne que le Parti communiste appelle de ses voeux dans ces années-là. Joséphine Pincalette élue, elle est conseillère municipale, donc ça y est, elle peut siéger. Elle peut siéger, elle est effectivement installée, elle signe le registre des délibérations municipales. Alors, assez rapidement, la préfecture, suite notamment à une lettre anonyme qui lui est adressée pour pointer cette irrégularité, c'est comme ça qu'elle est qualifiée, eh bien, la préfecture va lancer une procédure en annulation devant le conseil de préfecture, au motif que c'est une femme et que rien ne permet aux femmes d'être élues en France. Donc, le conseil de préfecture annule son élection, comme il annule ceux des autres femmes d'ailleurs élues en France. Elle conteste cette décision devant le Conseil d'État. Donc on a ces archives qui ont été conservées à la fois dans le Finistère et puis aux archives nationales. Et c'est amusant parce que les documents pour les procédures d'annulation d'élection avaient tous été conçus, rédigés au masculin. Donc en fait, ce sont des archives qui sont complètement raturées parce qu'il a fallu mettre tout au féminin, remplacer monsieur par madame, rajouter des marqueurs féminins. Le Conseil d'État va confirmer l'annulation de l'élection le 27 novembre 1925. Et dans l'intervalle, eh bien, elle a siégé puisque les recours sont suspensifs des décisions. Donc, elle siège, elle signe le registre. Alors, on a très peu de traces de sa participation concrète à la vie municipale. On sait qu'elle fait partie de 2 commissions, la commission hygiène et la commission des affaires scolaires. Donc, ce qui a des résonances peut-être aussi avec les attributions classiques qu'on prête aux femmes, y compris encore aujourd'hui. Les archives de ces commissions n'ont pas été conservées, donc on a des traces très ténues de sa participation. Et puis à un moment, son nom est purement et simplement rayé du registre, sans aucune explication. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surprise, parce que le registre des délibérations du conseil municipal de Douarnenez comporte toute une série de ratures qui émanent de la préfecture, qui contestent des décisions et qui annulent des décisions, comme celle de débaptiser la place de la Croix, qui est le centre névralgique de la ville, qui est aujourd'hui la place sur laquelle il y a une statue d'un petit enfant égyptien qu'on appelle le Bolomik, pour en faire une place Lénine. Le préfet va s'y opposer, comme il va s'opposer au fait de baptiser une rue Louise Michel ou une rue Eugène Potier du nom de communards de renom. Et donc là, ils sont en train d'observer, comme la préfecture le fait pour toutes les communes, les décisions. Mais sur ce nom-là, c'est de la part de la préfecture qu'on prend la plume et qu'on raye le nom de Joséphine Pincalette. Je ne sais pas si c'est la préfecture ou si c'est la mairie. Je ne sais pas qui l'a rayé. Par contre, moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'il est rayé sans qu'il y ait eu de protestation, parce que dans le registre des délibérations, le conseil municipal prend régulièrement des vœux, des prises de position qui n'ont pas grand-chose à voir avec la vie municipale, mais affirme des convictions politiques, par exemple contre la guerre du Maroc qui se déroule en 1925, de l'armée coloniale française au Maroc, ou sur d'autres sujets. Et là, rien. Il n'y a pas de protestation qui accompagne l'annulation de cette élection, alors que le Parti communiste avait annoncé qu'il défendrait les victoires ouvrières et qu'il porterait la contestation en cas d'annulation. Et en fait, il ne s'est pas passé grand-chose. En tout cas, les archives sont silencieuses à ce sujet.
Et c'est aussi une réponse, enfin en tout cas un constat. Les sciences de l'histoire, comme Michel Perrault l'a si justement souligné, eh bien elle est renvoyée au silence de l'histoire après l'annulation de son élection le 27 novembre 1925. Parce que l'annulation, elle, est prise à la préfecture à un moment donné, après tant et tant de tergiversations qui durent, en fait, ça dure pas longtemps, mais on voit ici qu'il y a eu un moment, un ministre de l'Intérieur qui donne une certaine latitude pour l'élection, et puis peut-être dans l'espoir qu'il n'y ait pas de femme élue, mais là, il y en a une qui est élue. Ah, il y en a d'autres en France. Mais ça ne fait pas de débat, en fait, dans la presse. On en parle. Joséphine Pincalette, on en parle. Mais on n'a pas de débat massif dans les journaux. Elle est évoquée de quelle manière dans la presse à ce moment-là ? Alors, elle est évoquée surtout dans la presse communiste, nationale ou locale, comme une victoire ouvrière et un tacle à l'égard des candidates et des militantes suffragistes, qui elles sont aussi présentes dans la presse à l'époque, qui vont aller en délégation remercier Abraham Schramek, qui se rend donc au ministère de l'Intérieur, remercie aussi le maire de Paris pour avoir été bienveillant à l'égard de ces candidatures, en espérant du coup que on est dans un processus et que cette démarche qui est celle qu'on appelle des petits pas, va finir par payer quand le Parti communiste lui est dans une politique plutôt de renverser la table en la matière. Sauf qu'entre le discours et les actes, il ne se passe pas grand-chose. Et l'annulation de son élection ne donne pas non plus lieu à la moindre trace dans la presse communiste ou d'information locale ou nationale. En tout cas, moi, je n'en ai pas trouvé et je pense que ce silence, il est commun avec les autres femmes dont l'élection va être invalidée dans les semaines et mois qui vont suivre le scrutin de mai 1925. Elles sont toutes invalidées. Toutes. Et parce que pour ces femmes, alors dans le cas des femmes à Paris, on imagine bien que cela c'était dans un engagement plus large pour des combats, mais dans le cas de Joséphine Pincalette, elle retourne directement à son travail, c'est ça, elle retourne à la conserverie et elle se remet tout de suite à travailler. En tout cas, elle déserte la sphère politique et elle meurt en 1972 à Douarnenez. Les femmes obtiennent le droit de se présenter aux élections et d'être élues en avril 1944. Elle a toute sa vie revendiqué de n'avoir jamais voté. Ah oui ? Ce que racontent en tout cas ses descendants, c'est qu'elle a eu le sentiment d'avoir été utilisée par le Parti communiste et qu'elle a été, je prends le mot de sa petite fille, dégoûtée de son expérience politique, tout en gardant ses convictions politiques profondément ancrées, mais en se tenant à l'écart du jeu électoral. Donc elle n'a plus été engagée et elle n'a elle-même jamais voté. C'est très intéressant de voir cela parce que, bien sûr, ces longs combats, nous les imaginons après la Seconde Guerre mondiale comme une victoire éclatante et puis la participation au vote, mais on sent ici encore se dessiner le militantisme et puis l'idée de la politique et la réalité de la chose politique qui demeure malgré tout très masculine et elle a été tenue en marge. On peut imaginer que c'est elle qui n'a pas voulu continuer, dégoûtée de ce qu'elle a vu, ce qui expliquerait le fait que ça n'a aucune incidence, le fait qu'on raye son nom à la fin. En tout cas, me raconte ses petits-enfants, toute sa vie dit qu'elle ne votait pas et qu'elle encourageait les autres à en faire autant, considérant que le jeu électoral, alors je ne veux pas dire ne servait à rien, parce que c'est pas forcément ça, mais en tout cas, il y a une expérience brève et avec une fin assez brutale, et que cette expérience-là lui a donné énormément d'amertume et a invité ses proches à se tenir à l'écart. Se tenir à l'écart, cet écart-là, et c'est presque de la nostalgie et de la mélancolie qui transparaît dans ce chant des Pensardines. Miag oblige d'abere voi miag oblige dama foda ganda dama martolo det pano Juan dama martolo det pano Juan
Hagirou, diga capitaine, congé d'aboumen. Divag pont, congé d'aboumen, divag pont. Promenet, kemenagar faute, mettons les ves. Les Pensardines ouvrières en grève, une histoire particulière sur France Culture à écouter en podcast et à retrouver sur le site internet franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Fanny Bugnon, dans votre travail, il y a le nom de cette historienne que vous avez citée tout à l'heure, qui est Michel Perrault, que nous adorons ici. Et je pense qu'on sait combien Michel Perrault tient des propos qui éclairent et l'histoire et la condition féminine. Quel regard est porté par Michel Perrault sur un cas comme le vôtre? Quelle est la teneur de vos échanges quand vous contactez une historienne comme Michel Perrault pour lui présenter un tel projet? Michel Perrault, effectivement, a accepté, et c'est un très grand honneur pour moi de rédiger la préface de mon livre. Et pour moi, ça résonne énormément avec son travail sur la mise en silence des femmes dans l'histoire, et en particulier avec Mélancolie ouvrière, le texte qu'elle a consacré à Lucie Beau, donc cette ouvrière du Dauphiné dont elle a essayé de reconstituer l'itinéraire. Michel Perrault, quand le sujet lui a été présenté, c'est une histoire qu'elle ne connaissait pas, puisque c'est une histoire qui n'était pas écrite, de manière très parcellaire, de manière très impressionniste. Et je pense qu'elle a été touchée par cette histoire. Il faudrait lui demander en premier, mais en tout cas, à l'occasion, oui, je pense que cette inscription d'une femme que rien ne destinait à s'inscrire dans l'histoire de façon visible, elle y a été particulièrement sensible, et c'est la raison pour laquelle elle a accepté de signer cette préface. Et puis ce travail d'historienne, Fanny Bugnon, c'est faire de l'histoire déjà. C'est l'histoire de tout ce que nous évoquons depuis tout à l'heure, et nous voyons bien que il y a de l'histoire économique parce que nous avons parlé de l'économie de Douarnenez, mais ces boîtes de sardines sont vendues dans toute la France, de l'histoire sociale évidemment, de l'histoire du genre, l'histoire des femmes, de l'histoire politique. Nous avons des communistes, et puis il y a la mémoire qui arrive dans notre propos, parce que Joséphine Pencalette, oubliée, et puis qui revient dans les préoccupations parce que cela répond aux attentes du moment. On fait toujours de l'histoire aussi pour le présent. C'est-à-dire qu'elle a été oubliée, mais elle va être moins oubliée aujourd'hui, on pourrait dire. Effectivement, il y a aujourd'hui une quinzaine de rues ou d'espaces qui portent le nom de Joséphine Pencalette en Bretagne, à ma connaissance, je ne connais pas encore ailleurs. Les autres femmes qui ont été élues en 1925, au mieux, elles ont une rue, une école, une salle qui portent leur nom dans leur commune d'élection, mais ça n'a pas dépassé le périmètre de leur commune, et certaines d'entre elles ne sont pas honorées, à ma connaissance, à ce jour. Donc la différence avec Joséphine Pencalette, dans cette logique de mémoire, c'est qu'il y a eu, à Douarnenez, à partir des années 1970, une volonté locale de préserver à la fois la mémoire ouvrière, la mémoire des luttes sociales, qui sont marquées donc par les femmes à Douarnenez, et donc en lien l'histoire de Joséphine Pencalette. Il y a deux personnes, il y en a beaucoup, mais je vais en citer deux en particulier, qui ont joué un rôle important dans ces années 1970. C'est Michel Mazéas, qui est aujourd'hui décédé, qui a été maire avec l'étiquette du Parti communiste de Douarnenez entre 1971 et 1995. Il va même rester conseiller municipal jusqu'en 2008. Donc il est à ce moment-là maire. Et puis celui qui était alors un jeune étudiant en histoire, qui fait ce qu'on appelait à l'époque une maîtrise sur l'histoire des luttes sociales à Douarnenez, qui s'appelle Maurice Lucas, et qui, en faisant un dépouillement des résultats électoraux, tombe par hasard sur la mention d'une femme élue. Il l'écrit dans son mémoire de maîtrise, et Michel Mazéas décide, avec son conseil municipal, de faire éditer ce mémoire d'étudiant d'histoire et de le distribuer gratuitement pour que cette conscience sociale et politique puisse aussi se développer, être connue. Et ce n'est pas un hasard que ça se fasse à cette époque-là, en dehors du contexte politique. C'est aussi un moment sur le plan économique et social où la plupart des conserveries ferment.
La plupart des bâtiments sont rasés, deviennent des parkings, des immeubles, voilà. Quelques-unes demeurent encore aujourd'hui, il y en a qui ont été reconverties dans des destinations variées. Mais en tout cas, dans cette période où l'économie de la conserve traverse une crise très importante, au départ, les conserves de poissons, c'est un produit de luxe, un produit d'épicerie fine. Et là, ça s'arrête. On délocalise encore aujourd'hui, on continue à délocaliser en Espagne, au Maroc, au Portugal. Et localement, il y a cette volonté de faire perdurer cette mémoire, et ça va avoir un écho important avec les réseaux communistes et l'histoire ouvrière locale. Cette histoire ouvrière locale, c'est notre histoire et c'est cette mémoire très présentée. Vous avez raison, Fanny Bugnon, de rappeler combien c'est important aussi sur des territoires, sur des lieux précis, Séville, Douarnenez, de rappeler cette longue histoire parce que derrière les cartes postales des vacances, il y a ce militantisme et ces conditions de vie qui, pour certains, pour certaines, ont été difficiles avec des combats qui ont été, eux, incessants. Merci vraiment de nous avoir présenté Joséphine Pincalette, je rappelle, l'élection interdite, itinéraire de Joséphine Pincalette, ouvrière bretonne. C'est publié au Seuil. Merci beaucoup, Fanny Bugnon. Merci. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Pourquoi le commentaire des élections s'est-il imposé à la fin du XIXe siècle ? Les commentaires qui abondent dans les médias après chaque échéance électorale illustrent un type de discours qui a pris naissance à la fin du XIXe siècle. Comme l'a montré le politiste Michel Offerlé, c'est à ce moment-là, en effet, qu'ont été mis en place les éléments les plus significatifs de la démocratie représentative. Dans les années 1880, les problèmes sociaux ont commencé à être pris en compte dans le débat politique, sous l'impulsion des candidats se réclamant du socialisme. À cette époque, les luttes pour la conquête du pouvoir étaient encore dominées par des notables qui avaient construit leur influence grâce à leur réseau de clientèle ou de patronage, fondé sur leur notoriété et leur position sociale. Les militants socialistes, issus de milieux moins favorisés, ne pouvaient pas mobiliser ce genre de ressources. Ils ont donc été contraints d'inventer un nouveau rapport à la politique, reposant sur une définition inédite du travail de représentation. Au départ, tous ceux qui se réclamaient du socialisme ne partageaient pas la même définition du mot. Ils étaient aussi en désaccord sur la stratégie à adopter pour prendre le pouvoir. Ces divergences expliquent les multiples conflits internes qui jalonnèrent l'existence de ces organisations. En 1905, les principales tendances de la mouvance socialiste ont fusionné au sein de la section française de l'Internationale ouvrière, SFIO. On connaît le rôle éminent qu'a joué Jean Jaurès dans le processus qui a abouti à la naissance du premier véritable parti dans l'espace politique français. Mais on oublie que cette construction des électorats doit beaucoup aussi aux journalistes qui se sont spécialisés dans le commentaire des élections. L'un des meilleurs exemples est celui d'Henri Avenel, le directeur de l'Annuaire de la Presse. En 1894, il a publié une longue étude intitulée « Comment vote la France ?» Il s'appuie sur la plupart des instruments qui existent encore aujourd'hui, les graphiques, les tableaux, les cartes, etc., pour répondre à 3 grandes questions. Où en sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Et il ajoute, établir une base solide, voilà le problème. Cette base ne peut être que le tableau clair et exact comme la géométrie, de faits historiques présentés sans commentaire et sans réflexion personnelle. J'ai donc pensé à mettre sous les yeux du public, sous une forme nette et sensible, le mouvement de l'opinion publique et de ses fluctuations successives dans ces 18 dernières années, permettant à chacun de s'expliquer par soi-même, à l'aide de simples chiffres, les diverses poussées qui amènent tour à tour les partis à la surface du corps électoral. Henri Avenel a ainsi ouvert la voie du commentaire électoral tel qu'il se pratique encore massivement aujourd'hui. La vérité en politique se prouve désormais à l'aide de chiffres et de cartes.
L'extrême diversité des points de vue que les citoyens peuvent exprimer dans le cadre d'une démocratie directe se résume à quelques courants d'opinion énoncés publiquement par celles et ceux qui se présentent comme les porte-paroles des Français. Merci Gérard Noiriel, le pourquoi du comment à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Et bonjour Valérie Hanin. Bonjour Xavier. Vous êtes douceur et bienveillance, Valérie, je vous connais. Et vous arrivez avec le dernier numéro de l'Histoire, dont vous êtes la directrice de rédaction. L'Histoire, avec ce numéro, la violence et la guerre. Oui, la violence et la guerre, Xavier, si c'est un numéro plage un peu surprenant, mais enfin, si nous avons décidé malgré tout de consacrer notre numéro d'été à la violence de guerre, c'est qu'on le sait, depuis 2 ans, l'Ukraine, Gaza, le 7 octobre, la guerre a recommencé à nous faire peur, mais vraiment à nous faire peur. Ou plus exactement, la violence excessive, celle dont la guerre est porteuse, l'anéantissement, le massacre inutile, la cruauté, la torture, la mort des enfants qui fait scandale. Et on se réinterroge. D'où vient cette violence, que Freud a analysée comme une pulsion de mort et de haine aussi forte que la libido? Est-ce qu'elle est naturelle ou culturelle? Est-ce que les Japonais sont plus cruels que les autres? En sommes-nous tous capables? Est-ce qu'il n'y a vraiment aucun progrès depuis Homère? À toutes ces questions, qui sont des questions qui dépassent l'histoire évidemment, l'histoire quand même peut aider à répondre. La guerre est de tous les âges, on le sait bien, les archéologues en découvrent des signes tous les jours, on le dit dans ce numéro, mais la violence de guerre n'est pas un invariant. D'abord, bien sûr, parce qu'il y a une évolution des techniques. Même si Alexandre, en 332 avant Jésus-Christ, a détruit Tyr avec un acharnement qu'on appellerait aujourd'hui urbicide, eh bien, la capacité destructrice des armes, depuis, n'a pas cessé évidemment d'augmenter. Les armes à feu, la conscription qui jette les peuples dans la guerre totale, la guerre industrielle, les inventions permanentes, avec cette étonnante chose qu'à chaque fois qu'une arme est inventée, on la justifie, et souvent au nom de l'humanité. Et puis, il y a la violence extrême, elle aussi, qui a une histoire. Et ça, c'est très intéressant de voir comment, depuis 30 ans, les historiens qui sont frottés d'anthropologie, de psychiatrie aussi, ont repris à nouveau frais les dossiers de la guerre civile, de la guerre de religion, des guerres ethniques, des guerres coloniales. Ils se sont intéressés, ils ont ramené dans le champ de l'histoire cette histoire de la violence de guerre, de la violence excessive. Ils nous ont montré, ils sont tous là, je cite pas de nom parce que c'est très impressionnant. Non, mais il y a vraiment du beau monde dans votre numéro. Des historiens qui ont vraiment travaillé, qui ont montré comment la violence est construite, ce qui la rend possible, comment chaque société lui imprime sa marque, pourquoi le rituel n'a rien d'irrationnel. C'est pas le hasard, Xavier, si depuis 10 000 ans on attaque la tête des hommes et le ventre des femmes. Ô combien. Et le dégoût aussi du massacre. Le dégoût parce que cette histoire, ça n'est pas une histoire linéaire, mais c'est aussi une histoire qui a des contre-voix, des voix fortes qui, depuis Homère, se sont élevées contre le massacre, qui ont cherché à le limiter, qui l'ont mis à distance. Évidemment, des juristes, des gens d'église, et puis depuis 150 ans, la justice internationale. On peut ricaner, mais le duel et la guerre n'est pas fini. D'un côté, évidemment, la pulsion de mort, et de l'autre, le désir d'humanité et de justice. Et voilà, guerre continue. Ouais, non, et pour atteindre ce désir d'humanité et de justice, faut la comprendre, cette violence. Faut la comprendre, cette guerre, et ce dossier de l'histoire est sidérant. Je vous le dis, Valérie, tant il met mal à l'aise parfois par les images que l'on voit, et tant il est éclairant par les propos des historiennes et des historiens. On comprend cette violence encore présente aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Valérie. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Sam Bakiast et Anna Holbeck, avec aujourd'hui à la technique Mélissandre Roux. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Toscane Viodès, Jeanne Copin, Mathieu Copal et Maïwen Guiziou. À retrouver à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Le contexte politique, vous le connaissez, la dissolution des législatives anticipées. Guillaume Erner. France Culture vous propose les mots de la République. Les meilleurs universitaires, les meilleurs experts définissent les mots qui constituent le débat. Les mots de la République, un hors-série les matins de France Culture à écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France.